Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mes podcasts, Une autre vision des choses. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir une de mes élèves qui s'appelle Marie-Hélène Hamel. Je vous en ai parlé sur un épisode précédent. Marie-Hélène est de formation, alors on va dire de sa formation la plus récente, à part la formation avec moi psychologue clinicienne, mais vous verrez dans son histoire qu'elle a fait plein de choses. Et elle va vous parler du coup, de son histoire, de comment elle m'a connue, de comment elle en est arrivée à intégrer, la MLTC, qui est donc ma vision des choses et mon concept et le système de croyance quelque part, puisqu'il faut appeler un chat, que j'ai créé, que j'ai mis en place. Et Marie-Hélène, eh bien, je te souhaite le bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter aux auditeurs? Je m'appelle Marie-Hélène Hamel, j'ai 52 ans, je suis franco-brésilienne, je suis née au Brésil à Sao Paulo dans les années 70 et je suis, comme tu as bien expliqué, psychologue clinicienne et je travaille avec toi là depuis un certain nombre d'années, on va dire comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton histoire, ton enfance, un petit peu déjà tes sensibilités, tout ce que tu as pu vivre, tes premières études aussi qui n'avaient rien à voir, enfin ton début de vie qui n'avait rien à voir avec la psy? Alors, j'ai grandi au Brésil, mon enfance et mon adolescence je l'ai vécu entièrement au Brésil, à Sao Paulo. J'ai fait ma scolarité aussi au Brésil. Et durant cette période, voilà, j'ai une histoire de vie assez complexe. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Et j'avais aussi une grande hypersensibilité qui faisait que je me sentais comme beaucoup de personnes hypersensibles, je pense. Et c'est aussi ton cas, Sandrine. Toi, en tant qu'autiste Asperger, cette sensation d'être un peu une personne extraterrestre, en fait. Donc assez jeune, j'avais du mal à trouver ma place dans le monde. Et mon vécu au Brésil, dans cette famille, a généré pas mal de souffrances et de traumas. Tant et si bien qu'à 18 ans, j'ai décidé de quitter le Brésil et de tenter l'aventure en France. Donc je suis franco-brésilienne parce que mes parents sont français. Mais à l'époque, je connaissais pas la langue. Voilà, c'était pour moi, voilà, pratiquement la découverte d'un nouveau pays. Donc j'arrive en France et en France, j'ai entamé un long parcours universitaire où j'ai fait de très longues études en biologie, en géologie, jusqu'à l'obtention d'un doctorat en paléontologie dans un domaine assez obscur et très très pointu concernant des poissons fossiles du Paléozoïque. Donc, euh, donc j'étais dans cette démarche-là. Et, euh, et au moment où j'ai terminé ma thèse, j'avais toujours ces problématiques aussi psychologiques. Je traînais la lourdeur de mes traumas. Et à la fin de ma thèse, il y a eu le dévoilement d'un secret de famille très, très important, très lourd. Et ça a généré chez moi vraiment un basculement, un retournement de 180 degrés, parce que j'avais du coup décidé d'arrêter mon parcours scientifique et j'ai voulu, pour redonner du sens à ma vie et aussi me délester de tous ces traumas, j'avais pris la décision de faire une recherche personnelle. Et là, ça a été la grande aventure parce que je suis reparti au Brésil et j'ai cherché de l'aide un peu partout. Enfin, j'ai tapé à toutes les portes pour pouvoir me délaisser de cette souffrance. Et du coup, bon, il faut savoir qu'au Brésil, on a une certaine intimité avec tout ce qui est des thérapies d'ordre énergétique ou d'ordre spirituel. Voilà, c'est culturel en fait. Au Brésil, on n'est pas dans le même fonctionnement assez cartésien qu'on rencontre en France. Et donc au Brésil, je suis parti au départ de la psychologie classique, hein, j'ai cherché de l'aide chez des psychologues, mais ne voyant pas de résultats, j'ai commencé à chercher de l'aide auprès de chamans. J'ai passé pas mal de temps parmi les médiums spirites d'Alain Kardec, qui est pratiquement la deuxième religion du Brésil, qui est très répandue. J'ai cherché de l'aide auprès de différents guérisseurs, j'ai cherché de l'aide auprès de personnes qui pratiquaient le Reiki, qui pratiquaient les soins esséniens. Je me suis beaucoup intéressée aussi à la médecine traditionnelle chinoise. Et Que, tout ça, voilà. tu l'as fait au Brésil? Je l'ai fait au Brésil et en France. Je faisais des allers-retours entre le Brésil et la France.
Et, et puis, en même temps, je me suis vraiment intéressée à la pensée jungienne. Et là, j'ai eu un coup de foudre pour Jung et la psychanalyse jungienne. Et donc, j'ai vraiment lu absolument pratiquement tous ses livres. Et ça, c'est Et le fait que tu aies pu être attiré par Jung, c'est du fait de ce secret de famille ou c'est qu'est-ce ce qui a fait secret que de tu as famille. été attiré par Jung en fait? Bah, c'était parce que ce secret de famille a été une implosion. Vraiment, j'ai perdu tous mes repères. Et je me suis ouverte à ce moment-là vraiment à cette conscience que euh, quelque chose m'a mené vers cette trajectoire scientifique, par exemple, et cette vie d'avant. Et quand alors je ne vais pas rentrer dans le détail du secret, mais quand j'ai compris qu'est-ce qui me menait de manière plus ou moins inconsciente vers ce cheminement-là qui n'était pas vraiment juste pour moi, j'ai décidé de redonner du sens, de retrouver qui j'étais vraiment, et pas téléguidé par justement ces secrets de famille. Et j'avais trouvé dans Jung beaucoup d'explications par rapport à déjà aux intuitions, aux ouvertures que j'avais moi-même, hein, quand, déjà jeune et petite, hein, j'avais une sensibilité, on va dire, à tout ce qui était le terrain énergétique et tout ça. Et vraiment, j'ai eu envie, et voyant que Jung est un psychologue qui s'est ouvert justement à la dimension spirituelle et énergétique dans sa pratique. Donc voilà, j'avais trouvé quelqu'un qui alliait à la fois une vision, on va dire, scientifique, il y a une vision énergétique et spirituelle, et je trouvais en fait ce qu'il m'expliquait faisait absolument sens. Et tant et si bien que j'ai décidé de devenir moi-même psychanalyste jungienne à l'époque. C'était mon nouveau projet de vie. Mais Et donc il n'y avait pas de lien tout de suite avec les mémoires familiales, le transgénérationnel, ou si quand même? ah si, quand même, oui, Oui, oui. c'était ça ma question de tout à l'heure, tu vois, c'était pourquoi Jung et pas un autre à la limite. Alors, Jung n'a pas. Il a parlé un petit peu du transgénérationnel, pas en ces termes, hein. Euh, mais ce qui me parlait bien, c'était sa vision des archétypes, sa vision de l'inconscience. Toutes ces choses-là faisaient sens pour moi à l'époque. D'accord. Et c'est pour ça, voilà, que je m'étais énormément investi sur Jung, et je trouvais vraiment intéressant cette vision à la fois scientifique et cette ouverture énergétique, chose qu'on ne trouve pas dans d'autres disciplines, dans d'autres, on va dire, concepts et théories psychologiques. C'était bien le seul qui a osé faire entrer la dimension spirituelle dans le psychisme, en fait, D'accord. et dans la prise en charge. Donc voilà, donc j'avais créé ce bagage jungien, et j'avais du coup décidé, après, en même temps avoir fait toutes ces thérapies, décidé de devenir moi-même thérapeute. Et donc, j'ai entamé une formation de psychologue à Nantes, dans l'université de Nantes, pour devenir futurement donc psychanalyste jungien. Ça, c'était mon ambition à l'époque. Et je me suis formé donc en psychologie clinique. Et pendant ma formation universitaire, j'ai fait 5 années de psychanalyse jungienne. Et voilà, j'étais prête du coup à me former dans ça. Mais il fallait que je constate en même temps que toutes mes démarches, et même ma psychanalyse jungienne, non, ne m'ont pas véritablement aidé. C'était vraiment un constat. Je sentais qu'il y avait encore en moi des entraves extrêmement puissantes qui m'empêchaient vraiment d'aller de l'avant. Je sentais que c'était vraiment très compliqué. J'avais un mal-être très important. Je ne m'étais pas délestée de mes traumas. Et, et malgré ça, voilà, j'ai commencé à faire mon travail de psychologue. J'avais un cabinet en libéral, donc en hyper centre-ville de Nantes. Euh, je m'étais en même temps intéressé à des pratiques, on va dire, psychocorporelles, du style méthode Vitos. Je me suis formé aussi en réflexologie plantaire. J'avais toujours à cœur d'intégrer le corps dans la prise en charge de mes patients, parce que pour moi, ça n'avait pas de sens de segmenter les choses, en fait. Le psychisme d'un côté, le corps de l'autre. Et en plus, j'avais tout ce bagage de biologiste. Donc, voilà, je cherchais malgré tout pour donner au mieux pour mes patients d'intégrer des éléments nouveaux. Et Et du coup, tu continues en parallèle donc ta psychanalyse jungienne. alors, j'avais terminé à D'accord. ce moment-là ma psychanalyse, je commençais mon travail, mais j'avais vraiment pas mal de difficultés d'adaptation, hein, en lien avec cette hypersensibilité, en lien avec
tous ces traumas d'enfance, voilà, j'étais arrivée à un point où j'avais vraiment beaucoup de mal à avancer. Et, et en plus, j'avais développé au fur et à mesure des années des problèmes de dos, des problématiques de dos chroniques. Donc je souffrais d'une sciatique chronique. Et, et voilà, donc il y avait tout un ensemble de choses qui faisaient que mon début de carrière de psychologue a été assez complexe, assez compliqué. Et je suis arrivé à un point où j'étais assez désabusée. En fait, je commençais à perdre espoir de pouvoir m'en sortir. Et c'est comme ça que je t'ai connue, parce que j'avais une amie qui avait, qui a été te voir pour faire des soins. Elle souffrait d'une problématique d'épaule. C'est une femme qui faisait aussi des soins énergétiques. Et elle était enchantée par ton travail. Vraiment, elle disait, Marie-Hélène, va la voir, elle m'a vraiment soulagée. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Et moi, j'avais déjà fait le tour de tous les ostéos de Nantes, de tous les chiropracteurs de Nantes, des kinés, des rhumatologues. J'avais tout essayé. Au niveau du dos aussi, c'était assez problématique. Et ça, enfin, je ne trouvais pas de solution, véritablement. Et vraiment, j'y croyais plus. Honnêtement, j'y croyais plus. J'avais terminé toute une année de soins esséniens. J'avais fait tous comme j'ai dit, les ostéos de Nantes. Donc, j'étais là véritablement bloquée dans mon existence. Et, et je me sentais, comme j'ai dit tout à l'heure, désabusée. Voilà, vraiment, je n'y croyais plus en rien, honnêtement. Et cette amie m'a vraiment insisté. Donc je me suis dit, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc je vais voir cette dame, on verra bien. Donc du coup, je t'ai rencontré. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré, donc, du coup, pour faire un soin parce que je souffrais du dos. Et C'était c'est vrai qu'à l'époque, oui, j'étais en cabinet et je recevais, j'étais au centre-ville de Nantes et je recevais les gens en cabinet, à la fois pour les soins énergétiques et fascia. Je crois que c'était en 2015, donc tu m'as rencontré, quelque chose comme Oui, ça? ça doit être dans ces eaux-là. Oui, Quand en j'étais rue 2015. Bertrand Gélin. Et Tout à fait. effectivement, là déjà, j'avais fait ma formation à Boston. Il y avait vraiment déjà un travail qui s'était mis en place avec Gisèle, enfin de ce que m'avait transmis Gisèle au niveau du canal d'énergie. Et c'était vraiment les prémices de ce que j'allais appeler la MLTC. Donc tu as, comment on dit, tu as essuyé les plâtres J'ai de, su les plâtres, de, mais c'est de bon. cette recette-là. Ceci dit, pour moi, c'était déjà quelque chose de très abouti, parce que dès le premier soin, bon, tu avais fait ce massage très profond du fascia, et je me souviens que ça a été extrêmement douloureux parce que mon fascia était très très rigide, enfin, j'avais plus du tout de souplesse dans mon corps. Donc là, j'ai pris conscience de l'état de mon fascia. Et suite à ta manipulation, hein, je me suis sentie tout de suite droite, en fait. Tu as réussi, dès le premier soin, à rectifier ma colonne vertébrale. Donc déjà, je trouvais ça spectaculaire. Alors, si je peux me permettre, parce que tu Oui, parles de manipulation, je veux juste que les gens ne confondent pas. Moi, je ne manie, enfin, dans la MLTC ou dans le massage des méridiens, il n'y a pas de manipulation comme en ostéo ou en chiro, par exemple. C'est vraiment de l'acupression profonde du fascia, mais on manipule pas pour faire craquer ou autre chose. Je pouvais le faire avec les mouvements de RFST, parce que ça, comme je l'ai dit sur un podcast précédent, j'avais ma formation avec Bob et je pouvais le faire. Donc ça, c'est une façon de manipuler, c'est la RFST. Mais après, il y avait vraiment le côté acupression profonde, où là, on ne mhm, manipule pas. Et puis, bien entendu, la clé aussi, c'est l'assemblage avec le canal d'énergie, où je ne sais pas si à l'époque, je t'avais expliqué un peu ce que je faisais en aspirant les énergies toxiques, que du coup, je révélais et je réveillais, je décristallisais mhm, grâce au RFST ou à l'acupression profonde. mhm. Alors, bon, dans l'ordre, voilà, il y avait d'abord ce travail d'acupression, effectivement. Et ensuite, tu m'as fait allonger sur la table, et là, tu m'avais fait un soin énergétique. Alors, ce qui était drôle dans l'histoire, c'est que j'étais pas du tout au courant que tu faisais des soins énergétiques, mais pas du tout, donc je m'y attendais pas du tout à ça. Parce que j'étais, comme j'ai dit, tellement désabusé que voilà, j'ai entendu ton nom et je suis allé en me disant que ça serait un travail, on va dire, corporel, uniquement. Mécanique. Mécanique, exactement. Et donc tu m'as fait ce soin et ça a été déjà en termes de sensations, parce que Dieu sait que déjà j'ai une sensibilité qui fait que je peux sentir un peu les énergies subtiles, sans être une grande experte, mais j'ai cette sensibilité-là.
Et j'avais fait absolument pratiquement tous les soins de la planète, hein. Et là, c'était les premiers soins où je sentais qu'il y avait quelque chose de très sombre qui sortait de mon corps à travers ton canal d'énergie. Et je sentais aussi que ça sortait vraiment de mon corps, c'est-à-dire que ton soin avait une influence au niveau de mon corps. Alors tandis que les autres soins que j'ai faits, c'était vraiment au niveau de la surface, certainement, parce qu'à l'époque, les guérisseurs, les chamans travaillaient probablement sur les corps subtils, mais toi, ton travail, c'était vraiment au niveau du corps physique. Et ça m'a énormément surpris, ce mélange de corps physique et de sensations énergétiques extrêmement intenses. Et là, j'ai dit, tiens, il s'est passé un truc, parce que c'est vraiment la première fois où je sentais un soin aussi profond, hein, de mon corps. Et là, j'étais vraiment interpellé. J'étais vraiment interpellé, et là vraiment, ça a été une sacrée découverte. Et effectivement, je pense que c'était dès ce premier soin que tu commençais à parler des énergies toxiques qui se trouvent dans le fascia. Donc tu avais expliqué le caractère parasitique de ces énergies, comment elles nous manipulent, comment elles nous poussent à avoir des comportements destructeurs, autodestructeurs. Et tout ça, déjà, ça a été pour moi une découverte incroyable, parce que ça m'a permis tout de suite de me délester d'un poids énorme d'incompréhension, de culpabilité aussi. Bien que, tu as très vite expliqué que, bien que ces comportements-là n'étaient pas de ma faute, c'était malgré tout de mon fait, hein, même si je les ai faits sous l'effet hypnotique de ces énergies, j'étais quand même responsable, hein, de ces actions-là. Et tu avais bien précisé que c'était important maintenant, sur le plan de ma conscience, de cesser ces comportements-là. Donc là, tu avais très bien précisé. Et tout ce que tu me disais par rapport au fait de l'existence de ces énergies et du fait que j'étais euh, habité par quelque chose qui n'était pas moi, ça faisait absolument sens pour moi. Et je pense que beaucoup de personnes hypersensibles ont cette intuition-là. Et même Jung parlait de la possession par le complexe. Voilà, c'est quelque chose qui aussi a été observé par Jung, en fait. On est comme possédé par moment. Et donc cette idée-là que tu as exprimée, bah, tout de suite a fait sens. Et puis il y avait aussi autre chose qui a été pour moi un changement de paradigme total, c'est lorsque tu avais expliqué que ces énergies provenaient d'une autre source que celle qui a créé les humains. Donc tu disais qu'il n'y avait pas qu'une seule source dans l'univers. Alors attends, je me permets juste de te couper parce que nous sommes tous humains, d'accord? Mais il y a les humains, comme tu le sais, hein, que j'appelle les ronces sur pattes pour ne pas aller chercher et utiliser certains systèmes de croyances. Et puis, il y a ceux que j'appelle les pâquerettes, c'est vraiment pour donner des noms, hein. Donc, les pâquerettes font, entre guillemets, sont connectés plus à ce qu'on appelle dans la tradition, les traditions, la lumière, le divin, etc. Donc tout ce qui va être autour du bien vivre ensemble, de l'harmonie, de la fluidité, etc. Et puis les ronces qui viennent pour moi du pays des ronces, donc on va dire les pâquerettes qui viennent de la lumière, du pays de la lumière ou du divin, on l'appelle comme on veut, il y a pas de souci là-dessus. Je ne veux pas utiliser de système de croyance, c'est pour ça que je parle de pâquerettes, parce que pour moi, la plupart des systèmes de croyance ont été pervertis ou ont été créés pour créer des problèmes. Donc les pâquerettes dont nous faisons partie, mais qui sommes enroncés par ces énergies toxiques au niveau de notre fascia, nous venons au niveau de nos âmes, consciences, énergie primordiale, d'une source qui est la source des pâquerettes, et puis les ronces viennent d'une source qui est la source des ronces. Et la source des ronces n'est pas mieux ou moins bien que celle des pâquerettes, ce sont juste deux sources différentes et qui, moi, me semblaient depuis longtemps, dans ce que moi je voyais et percevais, comme j'en ai parlé dans un précédent podcast, notamment avec mon expérience de mort imminente, ça me semblait, enfin, juste normal. Il y a des multivers, il n'y a pas juste un univers, donc qu'il y ait plusieurs sources ne me semble pas du tout, alors, encore une fois, c'est ma vision des choses, mais ça me semble complètement logique en fait. Et oui, effectivement, j'explique aux gens que ces énergies-là roncitiques ou ronciques, peu importe comment on les appelle, sont mis en nous
des intra-utérins, mais ça, je te laisserai en parler un petit peu plus tout à l'heure, ou j'en parlerai moi dans un autre podcast où je détaillerai un peu plus la MLTC, parce que là, c'est pas forcément le but de détailler le concept. Donc l'autre chose qui a été pour moi, dans les choses que tu as commencé à parler, les choses qui ont été pour moi un changement total de paradigme, c'était cette information que durant cette même séance, ce qui m'a interpellé, c'est que tu expliquais les choses avec des mots très simples. Tu parlais de la source des pâquerettes et de la source des ronces. Donc les énergies pâquerettes, ce sont les énergies divines, harmonieuses, bienveillantes, qui se trouvent chez la plupart des humains. Et puis tu parlais des énergies toxiques qui étaient du coup implantées dans le fascia de la plupart des humains. Et tu disais que ces énergies toxiques venaient d'une autre source. Donc là, tout d'un coup, j'avais pris conscience qu'il n'y avait pas qu'une seule source dans l'univers, une seule source créatrice qui aurait à la fois créé des énergies de désordre et destructrices et des énergies harmonieuses et belles. Et ça, du coup, ça m'a permis de résoudre ce fameux paradoxe de Dieu qui m'a toujours tourmenté. Je n'arrivais pas à comprendre qu'un seul et même créateur, donc qu'on peut appeler Dieu, la source, peu importe, avait créé des humains, avait créé la beauté, avait créé l'harmonie, et en même temps avait créé la désharmonie, la destruction, dans le but de améliorer ses créatures, puisqu'il aurait créé des êtres imparfaits, alors que lui-même il est parfait, omniscient et bon. Il aurait créé des êtres imparfaits qui, de vie en vie, doivent s'exposer au mal, doivent s'exposer à la souffrance pour se bonifier, pour s'améliorer. Et cette Et où vision, est-ce que toi, tu as rencontré le paradoxe de Dieu? ça c'est un vieux, un très ancien paradoxe de la théologie en fait. Oui, mais ça n'a rien à voir avec tes études de psycho ou de Jung ou Non, autre chose. non, non, c'est quelque chose où même moi, petite, quand j'étais, bon, j'étais élevée dans une école, enfin, j'ai fait mes études dans une école catholique, Ouais. donc je fréquentais la messe, voilà, et j'écoutais l'histoire de Dieu, et j'ai lu la Bible aussi, hein, je me suis intéressée à la Bible, et je ne comprenais pas ce Dieu qui était à la fois le créateur du bien et du mal. Pour moi, ça n'avait pas de sens, et cette vision de Dieu, pour moi, était, enfin, le moins qu'on puisse dire, c'était assez pervers quand même, et ça ne faisait aucun sens pour moi. Comment un père... Et on n'en parle pas que dans la religion catholique, hein, c'est un peu dans la plupart des Ah traditions, je ben, vais dire. tout à fait, Parce tout à que fait. après, le chamanisme et certains grands guérisseurs, toi, tu as vécu au Brésil, donc forcément, Mhm, il y a quand même des guérisseurs là-bas ou qui sont pas forcément de religion, on va dire, musulmane, catholique, enfin, peu importe, et qui sont aussi dans une forme de paradoxe de Dieu dans ce qu'ils apprennent et dans ce qu'ils pensent avoir reçu en héritage. mhm. Effectivement, et cette vision est aussi très, 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 comment dire, partagée dans le milieu spirit, hein, Oui. notamment. Hein. Où là, voilà, on est dans une planète école, et nous, humains imparfaits, nous sommes là pour souffrir de vie en vie, pour s'améliorer, Et en tout est fait. juste. Et tout est juste, exactement. Donc cette vision-là, c'est bien pour ça que j'ai énormément erré dans différentes écoles, traditions, etc., parce que je n'arrivais pas à intégrer ce paradoxe. Pour moi, c'était impossible. Je ne comprenais pas comment l'image tout simplement d'un père aimant, euh, pourquoi un père aimant ferait souffrir ses enfants. Ça n'a pas de sens pour moi. Ah bah Et dis pourquoi donc, il est... t'as dû ressortir de cette première séance, t'avais Ah, la tête. complètement, mais alors là, un autre retournement. C'était encore un retournement de 180 degrés. Oui, c'était un choc. Ça a été un choc, et en même temps, tout s'alignait dans ma tête. Vraiment, à ce moment-là. C'était une implosion dans ma tête, mais un alignement, quelque chose qui m'a soulagé, et redonné du sens dans ma vie, clairement. Donc voilà comment voilà, je t'ai rencontré, et comment je suis devenue d'abord ta patiente, et puis ensuite ta collègue, on va dire comme ça, ton élève, et ta collègue.
Et du coup, tu as fait des ateliers, enfin, voilà, il y a eu des séances individuelles, tu as fait des ateliers peut-être d'initiation et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ben, tu as, décidé de me demander si, je formais et si tu pouvais devenir une de mes élèves? Alors, avant de devenir ton élève, on a commencé au départ à travailler ensemble, enfin de manière assez informelle. Bon, enfin, ces choses-là se sont passées à peu près en même temps. Mais au départ, bon voilà, j'étais ta patiente et je menais mon travail en libéral et aussi en institution. Je travaillais aussi en institution. Et j'accompagnais mes patients avec mon bagage jungien à l'époque. J'avais ce référentiel, mais j'avais en tête bah, tout ce que tu venais de dire, qui pour moi était assez révolutionnaire. Et, euh, et puis j'accompagnais mes patients avec les moyens du bord, hein, voilà, la prise en charge en face à face, uniquement verbal, en cabinet. Voilà, je faisais quelque chose d'assez classique, on va dire comme ça. Et j'étais et tout ça était basé sur la pensée jungienne. Clairement, j'avais un cabinet je faisais de la psychothérapie inspirée de Jung. Et, et assez vite, je me suis rendu compte, je me trouvais face à des patients qui avaient des problématiques très lourdes d'emprise, d'emprise perverse, de liens toxiques, etc. Et je me rendais compte que mon bagage et mes méthodes psychothérapeutiques n'étaient pas suffisants pour libérer ces personnes d'emprise. Ils me disaient tous, enfin, surtout des femmes, j'avais beaucoup de femmes qui étaient sous l'emprise d'une personne toxique, en l'occurrence un mari, un compagnon, etc. Elles me disaient toutes, bon, Madame Mel, oui, je comprends très bien ce que vous me dites, j'ai bien compris que le lien était toxique, qu'il était destructeur, que c'était pas juste de rester avec cette personne, mais je ne trouve pas l'énergie, la force, je n'arrive pas à quitter cette personne. Comme parlerait un drogué, en fait, hein, vis-à-vis de sa drogue. Et je comprenais bien qu'il y avait, en dépit du fait que la personne était très consciente, il y avait des liens invisibles qui reliaient cette personne à son bourreau. Euh, il y avait encore une fois des liens invisibles, des forces internes aussi, hein, bien sûr, hein, des fragilités chez la personne qui faisait elle était sous emprise. Et surtout, quand on est très longtemps sous emprise de quelqu'un, bah, au bout d'un moment, comme c'est une énergie parasitique, bah, la personne, elle s'affaiblit, elle perd ses moyens. Vraiment, au niveau psychique, elle commence à développer des symptômes. Et là, me suis trouvé face à une dame qui était vraiment, vraiment épuisée. Euh, Elle était pratiquement au bord du suicide. Et j'ai dit là, Marie-Hélène, il faudra faire quelque chose. Et j'ai eu l'intuition que ça serait intéressant pour elle, voire même vital, qu'elle aille te voir. Et c'est comme ça que j'ai orienté ma première patiente vers toi. Et je lui ai dit, bah, faites deux, trois séances avec Sandrine et puis revenez et puis on verra ce qu'on pourra faire, etc. Et du coup, elle a dû faire deux, trois séances avec toi et elle est revenue. Et là, elle était vraiment transformée, cette femme. Voilà, elle avait complètement changé. Et du coup, elle a réussi à sortir d'emprise à ce moment-là. Elle a réussi à passer à l'acte, à poser des actions pour la sortie d'emprise. Elle avait retrouvé de la vitalité, elle avait retrouvé de l'énergie pour se libérer de ce lien. Et après cette femme, je me suis dit, bah non, faut absolument que j'envoie d'autres patients. Et tous les cas lourds, je les ai envoyés chez toi, en fait. Et c'est comme ça qu'une collaboration a commencé entre toi et moi. Et les gens qui revenaient de tes soins commençaient à me parler du jumeau toxique. Alors du coup, j'ai commencé à employer le concept, sauf que le problème, c'est que ce concept de jumeau toxique, donc des énergies toxiques, etc., bah, il était en totale incohérence avec ce que j'ai amené moi à travers la pensée jungienne en fait. Donc parce que c'est incohérent par rapport au concept de l'ombre qui se rapproche de ce concept-là. Dans ce que tu amènes, clairement, tous les comportements dysfonctionnels, tous les comportements pervers, la cruauté, la bêtise, tout ça ne nous appartient pas et on doit s'en défaire. Clairement, on ne peut pas s'aligner, on ne peut pas accepter ça dans notre fonctionnement là. Alors si je peux Et, juste, faire un petit aparté, Marie-Hélène, puisque, bah, du coup, là, tu vas pouvoir nous dire clairement qu'est-ce que la MLTC a changé dans ta pratique de psy, mais je voulais juste, faire un petit aparté parce que c'est normal que tu n'en aies pas parlé.
Je ne sais pas si je t'en avais parlé à toi, je me souviens plus, mais probablement, hein, que je faisais, alors toujours pareil, hein, moi j'amène aux gens, ce que je dis, même ce que je continue à vous dire, et tu le sais, tu pourras le témoigner, je reçois en permanence un peu une guidance et qui évolue forcément au fil des jours parce que l'humanité, la planète, ça change à une vitesse phénoménale depuis quelque temps. Donc ce qui était juste et vrai, il y a un mois peut ne plus l'être aujourd'hui, ou en tout cas il faut le repositionner, il faut le réadapter, et avec des mots simples, parce qu'il m'a toujours été dit et demandé de parler aux hommes le langage des hommes, et donc de parler simplement. Donc j'ai les ronces et les pâquerettes, je parle de plomberie, je parle, bon, tu sais comment je fonctionne. Et du coup, j'ai vraiment fait le distinguo, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il y avait les ronces qui viennent du pays des ronces et les pâquerettes du pays des pâquerettes. Donc, c'est juste pour dire que tout le monde n'a pas à se défaire d'un jumeau ou d'une jumelle toxique. Ce sont les pâquerettes enroncées, donc la majorité des humains sur cette planète, qui pour moi sont sous emprise de ces énergies toxiques. Et ceux qui mènent la danse sont les humains ronciques, c'est-à-dire les vrais manipulateurs pervers narcissiques, qui sont nés comme ça, puisqu'ils viennent du pays des ronces. Et eux, c'est leur ADN, ils sont comme ça, donc ils ne Mhm. peuvent pas s'en défaire, ils n'ont même pas à s'en défaire, puisque une ronce fait son travail de ronce, comme dans le jardin, et on ne va pas demander à une ronce de fonctionner comme une pâquerette et vice-versa, ou je ne sais pas, un lapin de Garenne de fonctionner comme un crocodile. Donc c'est juste pour faire ce petit aparté-là, parce que quand tu dis effectivement que se défaire de ça, etc., si on n'est pas crête, mais Si on n'est pas prête, si tout à on est fait. effectivement manipulateur pervers, c'est-à-dire être une ronce sur pattes, c'est son ADN, donc on n'a pas à se défaire de ça. Et c'est pour ça que quand pour les personnes, c'est ton cas, qui connaissent très bien la manipulation et la perversion narcissique, une personne véritablement manipulatrice ou perverse ne changera jamais. Et c'est tout le Mhm. drame par rapport aux pâquerettes qui, elles, ne le sont pas, mais sont enroncées par ces énergies manipulatrices. Elles pensent qu'avec de l'attention, de l'amour, etc., l'autre va changer. Mais c'est pas possible. Une ronce ne peut pas devenir une pâquerette. Tout à fait. Et bon, évidemment, je parle de ma patientèle qui était composée de pâquerettes enroncées, hein, pour employer tes termes. Donc des personnes qui souffraient du lien pervers et qui souffraient des comportements pervers qu'ils pouvaient avoir sous l'effet de ces énergies. Donc, et donc, j'étais là, effectivement, pour essayer, les amener à quitter ces fonctionnements-là parce que ce n'était pas cohérent avec qui ils étaient vraiment et leur vraie nature. Bien entendu, les vrais pervers, les vrais manipulateurs, bon, ceux-là, c'est rare qu'ils viennent consulter, hein, clairement. Ils ne cherchent pas de l'aide parce que, comme tu le dis très bien, ils sont très bien comme ils sont, ils n'en sont pas malades de la perversion. Par contre, les humains pâquerettes, oui, ils ne sont pas en cohérence avec ce genre de comportement. Mais avec mon bagage jungien, malheureusement, moi j'avais en tête le concept de l'ombre, hein, l'archétype de l'ombre de Jung. Pour Jung, clairement, ce qu'il appelle l'ombre, c'est tous les aspects sombres, tous les aspects de cruauté, les comportements inadaptés, les comportements primitifs, archaïques, destructeurs qui existent chez l'humain. Pour lui, c'est inhérent et propre à tous les humains, d'accord, dans sa vision. Et l'ombre fait partie d'une totalité psychique dans la vision de Jung. Et le but d'une thérapie jungienne, c'est le processus d'individuation, c'est-à-dire pouvoir atteindre cette totalité psychique. Et pour pouvoir atteindre cette totalité psychique, on doit intégrer l'ombre. Donc on doit intégrer les aspects sombres de notre personnalité. Ça, c'était la vision de Jung. Et toi, tu amènes une autre vision qui dit, Est-ce mais que je non. peux juste, tu peux peut-être clarifier parce que ça peut ne pas être clair pour certains. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer son ombre, par exemple? Ou est-ce que ça veut dire l'aimer? Est-ce que ça veut dire assumer le fait que j'en sais rien, on fait des choses toxiques? Est-ce que tu peux clarifier ça ou simplifier ça? Alors, justement, le problème, c'est que Jung n'est pas clair quand il parle d'intégrer l'ombre. Pour lui, déjà, c'est une composante de l'humain. Et toi, tu nous apprends des humains pâquerettes, d'accord, en l'occurrence. Et toi, tu nous apprends que non, c'est une composante
qui existent chez les pervers, chez les manipulateurs, chez les psychopathes, mais pas chez les humains pâquerettes. Donc, intégrer pour Jung, et Jung n'est pas clair, clairement, quand il dit intégrer sa part d'ombre, il y a à la fois pour certains l'embrasser, et certaines traditions, beaucoup dans le New Age d'ailleurs, sont dans cette vision-là. On ne doit pas refuser de cette, entre guillemets, part en nous. Donc on l'intègre comme étant, faisant partie de sa propre nature, pour aller vers cette totalité psychique dont je parlais, qui est le soi. Hein, okay. Et pour d'autres, ça va être prendre conscience uniquement de l'existence de ça. D'accord. Ça peut être intégré dans le sens faire remonter à la conscience. D'accord. Donc au lieu que ça reste inconscience, faire remonter à la conscience. Mais quel que soit le sens du mot intégré, le positionnement face à ça, du moment que ça fait partie de ma nature, donc de la vision jungienne, bah, en fait, je ne vais pas me positionner contre. Je vais avoir vis-à-vis de ces aspects de moi-même, dans la vision jungienne, une forme de compromission, une forme d'acceptation, forcément, puisque je dois l'intégrer. Donc, et là, le travail que je voulais faire auprès de mes patients, et envers moi-même, bien entendu, c'était de me libérer de ces comportements-là, puisque j'en avais conscience, et par rapport à ce que tu disais, ça ne m'appartenait pas. C'est quelque chose d'exogène. Ça n'a jamais appartenu à ma vraie nature. C'est donc une forme de sortie d'emprise, mais une emprise vibratoire, en fait. Tout à fait. Et je ne pouvais plus, en fait, à la fois demander aux personnes, à mes patients, de se positionner contre ces comportements-là et de s'en libérer, et en même temps avoir utilisé un concept qui reste ambigu finalement face à ces comportements-là, en fait. Et c'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis ambigu. Ce que moi, et tu m'as certainement entendu le dire régulièrement, mais où je dis waouh! Vraiment, il y a des moments, je dis waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont forts! Rendons à César ce qui appartient à César. Ils sont brillants. Quand je dis ils sont brillants, ce sont alors on les appelle comme on veut, les ténèbres, les ronces, le Satan, le diable. Quand on remonte dans l'histoire, il y a eu plein de dénominations, l'ombre. Et effectivement, aujourd'hui, les manipulateurs, les pervers narcissiques, en tout cas, ceux qui font que depuis des milliers d'années, l'humain pâquerette est sous emprise, est enroncé, de mon point de vue, encore une fois, hein, c'est ma vision des choses. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont forts, parce qu'ils savent jouer justement sur toutes ces choses ambiguës. Et au moment où je pense, il y avait une possibilité au niveau de l'humanité qu'il y ait des révélations et qu'il y ait des prises de conscience, comme toi tu as une prise de conscience à travers moi et moi j'en ai eu à travers ce que j'ai reçu. Eh bien, moi ce qui m'a bluffé, c'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a eu une vague. Et puis alors, on va dire les réseaux sociaux commencent à être bien installés. Il y a une vague d'ouvrages, de réseaux sociaux, de chaînes YouTube, etc., etc., où la mode dans le développement personnel et dans la psy, c'était justement il faut aimer ses parts d'ombre, enfin toutes les choses un petit peu qui sont sorties, qui se sont qui ont peut-être démocratisé la pensée jungienne, qui reste, je pense, très obscure pour beaucoup, et qui s'est démocratisée à travers tout un tas de choses au niveau du développement personnel. Et moi, à chaque fois, je suis bluffée parce que je me dis, ah, c'est cool. Là, il va y avoir un truc, les gens vont comprendre, et paf, il y a un déferlement à travers les réseaux sociaux de nouvelles techniques, de nouvelles pensées, parce qu'une personne pense avoir compris ou pense pouvoir effectivement simplifier, par exemple, la pensée jungienne, alors que, bah, effectivement, c'est continuer, de mon point de vue, à empoisonner l'âme pâquerette et empêcher l'humain pâquerette de se libérer. Tout à fait. Et là, je me suis rendu compte que j'étais dans un discours et un positionnement intenable, déjà face à moi-même et face à mes patients, qui du coup avaient besoin de se libérer de ces énergies-là et qui on ne peut pas être dans quelque chose, je viens de dire, hein, comme tu le dis très bien, ambigu. Donc malheureusement, vis-à-vis de Jung, j'avais très forte admiration par tout l'édifice conceptuel de Jung. Et je pense qu'il a dit des choses qui étaient justes, mais le problème, et comme tu dis souvent,
À partir du moment où on ne met pas dans l'équation l'existence de ces énergies exogènes dans le raisonnement, bah, le raisonnement devient faux. Et à travers ce concept d'ombre chez Jung, et avec cette ambiguïté face à ces comportements-là, face à la cruauté, la bêtise, la destruction, etc., et l'autodestruction, là, à un moment donné, bah, il fallait se rendre à l'évidence que tout l'édifice s'effondre, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse table rase de toute la pensée jungienne, et ça a été un gros effort, Je me parce que souviens que ça a été sacrément, ouais, ça a été une vraie désintox c'était pour toi, ouais. totalement, parce que j'étais très, 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 très inspiré, c'était une sorte de père spirituel, jungien, dans sa pensée, j'étais vraiment très, je me sentais très proche de sa pensée, mais là, tout d'un coup, j'ai vu la faille dans son raisonnement et les conséquences, comme tu viens d'expliquer, vraiment négatives, déjà pour moi-même, mais aussi pour mes patients et pour l'humanité. Et comment cette pensée jungienne, malheureusement, a essaimé. Bon, le Jung est le pape du New Age, hein, et effectivement, ces nouvelles formes de spiritualité ont été très marquées par cette pensée, cette ambiguïté face au mal, hein, si on peut appeler ça comme ça, hein, face aux énergies gnostiques. Et du coup, voilà, j'ai dû faire effectivement table rase. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai décidé de devenir ton élève, parce que je sentais qu'il fallait que j'aille plus à fond dans ton concept, que je puisse le travailler au corps, que je puisse aussi me débarrasser de ma propre part toxique pour devenir un thérapeute sain et pouvoir véritablement aider mes patients. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais pris la décision de suivre un parcours extrêmement exigeant, hein, parce que ton élève, ça a été et c'est toujours quelque chose d'extrêmement exigeant. Ne fais pas peur aux gens quand même. mais, non, mais très libérateur. Donc voilà, c'est du travail, mais il y a cette notion de pouvoir véritablement se libérer et devenir qui on est vraiment, et ça c'est le plus important. Et voilà, c'est comme ça que tu as commencé à mettre en place des ateliers, et j'ai commencé à suivre tes ateliers. Tu as commencé aussi à inviter des personnes qui étaient des pointures dans la connaissance de la perversion narcissique. Et donc j'ai participé à ces conférences, ce qui était extrêmement formateur. Et voilà, et dans le cadre de ce que tu as amené, grâce à tes conseils, bah, j'ai changé complètement. Là encore, un retournement de 180 degrés, décidément. J'ai commencé à changer complètement ma façon de travailler. J'ai intégré le concept du mot toxique dans mon travail, la dimension corporelle. J'ai cessé de faire un travail qui était purement intellectuel, hein, à travers la yogienne, pour faire un travail qui comprend aussi le corps. Et c'est des choses que je voulais faire au départ, hein, mais je n'arrivais pas, pour le coup, à faire quelque chose de cohérent. Et là, il y a la dimension du corps, il y a la dimension énergétique qui m'intéressait beaucoup, la dimension psychique. Donc voilà, il y avait quelque chose qui n'était plus segmenté, mais comme tu dis, comme à l'image du fascia, hein, le Oui. fascia, c'est un peu les mêmes tissus de la tête aux pieds. Et là, je commençais à entrer dans une dimension qui n'était plus segmentée. Et ça aussi, ça a été très libérateur pour moi. Et aussi, en étant ton élève, tu m'as invité à changer ma pratique en intégrant tous les profils neurotypiques, chose que au départ je ne voulais pas, parce que je m'étais hyper spécialisé dans la psychose, voilà, dans la perversion, mais voilà, les autistes, les hypersensibles, les troubles tels que le TDAH, bon, bah, je ne connaissais rien. Et tu m'as dit, mais non, il faut que tu t'intéresses à ces choses-là. Donc voilà, je me suis ouverte aussi donc, au profil neurotypique. J'ai compris que l'autisme et l'hypersensibilité n'étaient pas une pathologie, hein. Il y a des troubles associés à cause de ces énergies toxiques, mais un autiste, il est parfait en tant qu'autiste. Un hypersensible, c'est un profil, et comme tu dis, c'est un super pouvoir, et c'est pas du tout un trouble et une source de souffrance. Et ce qui fait souffrir ces profils-là, et effectivement, c'est l'action des énergies toxiques. Donc, bon, voilà, tout ça a fait que j'ai vraiment changé ma vision du travail. Et puis, voilà, on a commencé, d'année en année, voilà, j'ai commencé à vraiment à intégrer petit à petit ton enseignement, ta vision, tes concepts. Et voilà comment je suis devenue ton élève, et je suis aujourd'hui encore ton élève. Voilà. Bah, en fait, je pense que tu fais partie avec Marie-Charlotte et Lucie, que j'interviewerai prochainement.
tu fais partie des personnes comme moi qui et je pense que c'était la même chose, il y a fort longtemps avec, les guérisseurs, avec les druides, dans les écoles des mystères et cetera. Quand on s'engage en fait dans ce chemin-là, dans cette voie-là, on est élève toute sa vie en fait, parce que Mm. on se rend compte que moi je me considère toujours, alors Bob c'est un peu différent, mais je me considère toujours comme l'élève de Gisèle et il y a pas une semaine où je n'apprends pas des nouvelles choses, où je ne me remets pas en question, où je n'avance pas, où je n'évolue pas. Et c'est ça aussi quand on se libère, c'est et pour moi quand je vois, effectivement comment la nature se réadapte en permanence, comment les animaux se réadaptent en permanence, je me dis que les alors c'est peut-être, un tort de ma part, mais que pour faire en tout cas ce genre de travail, où en plus on travaille avec la effectivement, un être humain, enfin un être vivant, c'est pas n'importe quoi en fait. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas être approximatif et on se doit d'être, bah, un petit peu comme en sport quoi, on se doit de rester au top niveau. Et si on peut pas rester au top niveau, et ben on le dit ou on accompagne différemment. Et c'est ce qui se passe avec, avec Isabelle qui s'est mis un peu en retrait là au niveau de de la team des élèves parce que voilà, elle est en train de vivre plein de trucs et c'est OK avec ça et au moins c'est honnête et très professionnel de sa part. Plutôt que de continuer en, en projetant parfois ses propres failles sur les gens ou autres, bah, on se met un peu en retrait et puis on va travailler sur, bah, tiens, qu'est-ce qui fait que là, moi j'ai des problématiques et que je sens que je vais pas accompagner les gens de la bonne façon et hop, après on revient dans le circuit. Mhm. Et bon, ça parle effectivement de cette exigence dans ce travail. Voilà, il y a cette notion que on doit être dans cette justesse vis-à-vis de soi-même. Et comme tu dis, hein, on ne peut pas. Déjà, moralement parlant, on n'a pas le droit de tromper un patient et on peut l'amener là jusqu'où on a été. Ça, c'est clair. Et ça, c'est quelque Et chose puis je qu'on dit très pense souvent. aussi, alors toi t'en sais quelque chose, hein, d'autant plus, c'est que comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, euh, alors ça n'engage que moi, je ne vais pas parler pour toi, mais je pense effectivement que la quasi-totalité des thérapies aujourd'hui, quel que soit le nom qu'on leur donne, sont malheureusement euh, fausses dans la plupart parce qu'effectivement, elles n'ont pas dans l'équation, comme tu le disais, l'existence alors on appelle ça comme on veut, moi je parle des jumeaux jumelles toxiques, de ces énergies toxiques, de ces implants, de peu importe comment on les appelle, et donc ça fausse tout le travail. Et je sais que c'est compliqué, c'est compliqué pour moi parce que bah, quand on ouvre des portes et quand on ose dire bah, la Terre est pas plate et elle est ronde et c'est pas le centre de l'univers, forcément, au départ, bah, on brûle les gens sur un bûcher. Donc aujourd'hui, moi, effectivement, quand j'ai commencé à te dire à toi en plus, qui était dans une pensée jungienne, ah bah là, plaf, 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 plaf. Alors heureusement que on était en tout cas, il y a eu quelque chose en toi qui a fait que ça a fait un pouf et que tu as fait un 180 degrés et que tu as entendu ça. Mais je savais que ça allait être compliqué pour moi d'ouvrir cette voie-là. Mhm. Et je sais que vous êtes avec moi des personnes qui allaient ouvrir, qui sont destinées à ouvrir cette voie-là. Et il faut beaucoup de courage parce que quand on ouvre une voie ou quand on défriche une forêt, c'est pas celui qui est en première ligne qui a la tâche la plus facile. Donc je pense aussi que c'est pour ça que je suis exigeante avec vous parce que, comme je le suis avec moi-même, hein, et comme Gisèle l'est avec elle-même, parce que bah, on est encore très très peu et qu'il faut absolument faire attention, et tu en as connu, hein, parce que tu as connu d'autres personnes qui voulaient être mes élèves ou qui ont commencé à être mes élèves et qui ont, entre guillemets, pour paraphraser Star Wars, basculé, comme Dark Vador. Anakin qui est devenu Vador. Alors ils ont tué personne, hein, c'est pas dans ce sens-là que je parle de basculement, mais effectivement, on est tellement peu encore, je pense, sur la planète à porter ce message-là que bah, il faut que je sois hyper exigeante avec vous pour que vous ne basculiez pas en fait. Donc bah oui, comme tu le disais, c'est un vrai changement de paradigme et c'est intéressant parce que dans mes premiers podcasts, je parle beaucoup du côté révolutionnaire qui suit mon parcours et toi, toi c'est le changement de paradigme, le virage à 180 degrés qui apparemment est très présent dans ton parcours. Oui,
tout à fait. Et c'est pas du tout simple. C'est pas du tout simple. Mais en même temps, voilà, je suis toujours mue par ce désir de me libérer. Donc ça, c'est la base. Et en même temps, pouvoir libérer véritablement les autres. Et vraiment, ça a toujours été mon souhait quand je suis rentrée dans, dans ce travail, dans cette idée de devenir thérapeute. Il fallait que ça soit du sérieux, il fallait que ça soit quelque chose d'efficace. Et, euh, et empiriquement parlant, je ne pouvais que constater qu'au fur et à mesure que j'intégrais ton enseignement, mon travail en tant que thérapeute s'améliorait de plus en plus. Donc, en plus, sans parler du fait que mon positionnement aussi vis-à-vis d'eux était beaucoup plus juste, parce que c'était moins. On n'a pas parlé du coup de la dépendance affective, mais j'étais moins influencé par ça à travers ma journal toxique. Hein. Et est-ce que Tout tu à peux fait. nous parler un peu des retours que tu as de façon générale des personnes qui te consultent, qui parfois ont déjà consulté des psys, hein, donc là dans une vision classique. Est-ce que tu as un petit peu des témoignages de retour des personnes que tu vois? Alors, concernant la prise en charge, bon, déjà, ça surprend, hein, ça c'est clair. Hein, première, il y a comme un sort de tri, malheureusement, parce que à travers les parts toxiques, voilà, il y a, comme tu dis, que tu l'as très bien exprimé, on est dans quelque chose de complètement révolutionnaire. On est les premiers de cordée, donc il y a aussi, il faut aussi du courage de la part de certains patients d'aller remettre en question euh, toute cette vision, tout ce qu'ils ont, comment dire, appris à travers l'inconscient collectif, les enseignements, les croyances, le New Age, peu importe, voilà, d'où ils viennent et dans quel comment dire, milieu ils sont, de quel milieu ils viennent, etc. Ils ont tous plus ou moins des difficultés avec ton concept, parce qu'encore une fois, il est absolument à contre-courant de tout ce qu'on a déjà entendu. Donc au départ, il y a effectivement, comme j'ai pu avoir et sentir, il y a une forme de résistance et d'étonnement. Mais au fil du temps, et parce que c'est une approche qui est très simple, très ancrée dans la réalité, il n'y a rien du tout de perché, bien que voilà, ce que tu amènes vient d'une source, vient de quelque chose d'intangible. Le travail, c'est vraiment du terre à terre. Et ça aussi, j'appréciais beaucoup ta démarche, parce que vraiment, tu amenais les gens à sortir d'une vision purement mentale, perchée, pour aller vers des choses très concrètes. Et le fait de poser des actions très concrètes. Donc ça, les patients apprécient beaucoup, en fait, de avoir comment on dit, un genre de plan d'action pour sortir d'emprise, pour remettre de l'ordre dans leur vie, pour se libérer voilà, de leurs addictions, leurs problématiques. Il y a vraiment un cheminement qui est très, très, très factuel, très, très rationnel, très terre à terre. Et ça, les patients apprécient beaucoup. La simplicité, on va dire, de la prise en charge. Et les retours, c'est qu'il y a quand même, et grâce aux soins énergétiques que tu fais, il y a des changements qui sont rapides. Ça, c'est un autre élément qui disent, là où ils ont, comme moi même, 5 années de psychanalyse jungienne, où rien ne bouge dans notre environnement, rien, et à l'intérieur de soi, rien, d'accord. Donc, on a passé 5 ans à faire du surplace. Là, avec le travail qui est fait, les changements sont beaucoup plus rapides. Et effectivement, certains ont du mal, parce que, voilà, il y a toutes ces énergies toxiques qui essayent de ramener au fonctionnement ancien. Donc il y a toutes ces difficultés, mais heureusement, grâce à tes soins, ces énergies perdent de leur vitalité et la personne peut progressivement sortir d'emprise et commencer à adopter de nouvelles formes de fonctionnement plus sains. Mais il y a une période qui reste assez délicate, mais je me rends compte de plus en plus que cette période se raccourcit. Hein, parce que, du fait que moi-même, je me suis pas mal délesté de ma part toxique, je pense que ma prise en charge est beaucoup plus claire et plus limpide. Et toi, à travers ton travail, il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Tout ça fait que les changements aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup plus rapides. Et je pense que, comme tu dis, on est les premiers de cordée, donc on a du mal au départ. Mais ceux qui nous suivent maintenant, le chemin est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus facile.
à tout niveau. Et voilà, les retours que j'ai, c'est vraiment cette notion déjà du côté révolutionnaire de la pensée. Et en même temps, ce côté, bah, là, ça m'aide vachement, en fait, parce que c'est vraiment concret. Bah, ce qui est après effectivement, ce qui n'est pas simple, hein, pour les gens, c'est que à la fois c'est révolutionnaire, mais qu'on baigne dans un monde, donc dans un système de pensée quel qu'il soit, hein, dans les films, les romans, à l'école, partout, 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 qui nourrit, bah, l'exact inverse de effectivement ce que propose, mon système de pensée. À Tout à fait. travers effectivement le triangle, victime, bourreau, sauveur, la DPA et cetera et cetera. Donc c'est effectivement quand, on baigne tout le temps dans la même drogue mais qu'on essaye de sortir de cette drogue-là, mais qu'on y baigne, c'est pas simple. Donc bah, c'est super que tu puisses ramener le fait que aujourd'hui dans la façon dont on travaille où, bah, moi du coup je ne reçois plus du tout en cabinet, hein. Je fais la part énergétique, donc les soins à distance et donc comme tu le sais Marie-Hélène, moi, justement, pour essayer de ne pas aller nourrir quoi que ce soit au niveau des jumeaux, jumelles toxiques, Marie-Hélène, bah, tu parles de moi à tes patients, ils m'envoient un SMS pour avoir un soin et je n'en sais pas plus en fait. Je ne connais pas le son de leur voix, je ne sais pas s'ils sont mariés, quel âge ils ont, s'ils ont des enfants, etc., etc. Pour que dans ce que moi je vais ressentir pendant le soin énergétique et le compte rendu que je leur fais au niveau vocal, ils puissent pas dire oui, mais vous m'avez dit ça parce que j'ai dit ça, vous avez senti ça parce que je vous ai raconté ça. Et c'est vrai que c'est toujours très sympa pour moi d'avoir des fois des alors il y a des personnes qui ne me disent rien, merci, je vous ai fait le règlement et puis basta, parce qu'ils ont compris quelque part et ils jouent le jeu à fond. Et puis je pense que certains sont tellement sceptiques qu'ils sont aussi comme ça parce qu'ils sont très sceptiques. Mais quand, après un certain nombre de soins, certaines personnes, me parlent un peu plus et me disent: «Oh là là, mais comment vous faites? C'est exactement dans le mille, tatati tatata». C'est toujours très drôle et très sympa pour moi parce que bah, quelque part, j'ai l'impression de connaître plein de gens, mais je les connais Mhm. pas. Et ce travail en collaboration est vachement intéressant parce que, comme tu le disais tout à l'heure, toi, tu t'occupes du côté psychique, moi du côté énergétique, mais quelque part corporel. Mhm. Et du coup, c'est hyper global. Heu et du coup, puisque je t'ai amené, comme tu l'as si bien dit, à changer vachement ta pratique, est-ce que tu peux parler aussi, puisque les gens savent à travers les premiers podcasts et mon site internet que je travaille aussi avec des animaux, hein, Palma, Tao et Mhm. Gigi, et puis ceux de Lucie également. Est-ce que tu peux parler de ce que je t'ai, ben, poussé, je vais dire ça comme ça, à Oui, c'est bien faire le mot. à travers, je t'ai fait encore une fois sauter dans le grand bain et faire encore Allez, des j'ai 180 écouté. degrés Tout avec, à fait. avec les Fury Room, mes versions MLTC, les ateliers de joie véritable et puis les Mhm. Cani Psycho. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, alors, effectivement, donc c'est très bousculant hein, de travailler avec toi, c'est moi qu'on puisse dire, et ton élève. Ah beh, je n'y peux rien, ça bouge beaucoup au niveau du monde en ce moment, donc il faut Oui, tout à s'adapter. fait, tout à fait. Donc du coup, bon voilà, comme je pense avoir dit, ma pratique a changé déjà parce que j'étais plus dans un travail purement intellectuel. Donc il y avait cette notion de faire quelque chose qui n'était plus segmenté et d'intégrer à travers ce que tu amènes, hein, ton soin et qui du coup donne des informations sur ce qui se passe au niveau vibratoire énergétique et ce que je vois moi au niveau psychique chez le patient et corporel aussi bien sûr. Tout ça fait qu'on a une approche qui est globale et que pour moi c'est extrêmement intéressant. Donc j'aurais jamais pensé un jour pouvoir travailler comme ça en ayant cette vision, on va dire, plus holistique et intégrale. Et le fait de pouvoir travailler avec toutes ces dimensions-là, bah, je me rends compte que j'aide mes patients à retrouver leur intégrité psychocorporelle et énergétique aussi. Donc ça déjà en soi, c'est pour moi une grande réussite euh, en lien avec la formation que tu donnes. Autre chose qui a beaucoup, beaucoup changé, c'est qu'effectivement, j'ai dû. Moi, j'étais dans le cadre classique du psychologue, c'est-à-dire les entretiens face à face, qui est une création jungienne d'ailleurs. Donc, les entretiens face à face au cabinet, Ah, je ils savais existent pas, toujours. je savais pas que c'était jungien. Après Jung, c'est Jung qui a inventé ça. Et, euh, et là, du coup,
je continue évidemment à faire ça, mais tu m'as fait comprendre que pour certains patients, c'était pas suffisant et qu'il fallait vraiment, véritablement les accompagner au quotidien. Donc c'est comme ça que tu m'as conseillé de mettre en place un accompagnement, ce que j'appelle l'accompagnement psychosocial MLTC, qui fait que je sors du confort de mon cabinet et j'accompagne les gens, s'il le faut et si nécessaire, chez eux, ou peu importe où ils veulent aller, pour les accompagner, pour faire des démarches concrètes. Donc c'est des patients qui sont déjà dans un processus de sortie d'emprise avancé, hein, ils ont déjà sorti d'emprise, mais ils ont du mal à réinventer leur vie. Parce que, comme tu dis, quand on a passé des années sous l'effet de ces énergies, et quand on sort d'emprise, on est comme quelqu'un qui sort d'un long coma, en fait. Et on doit tout réapprendre, réapprendre à marcher, réapprendre à respirer, réapprendre à parler, réapprendre à manger. Et l'analogie est presque correcte dans le sens où, effectivement, au départ, on ne sait rien faire, en fait, pratiquement. Et certains patients ont beaucoup de mal à réinventer leur vie. Et Donc, pourtant, tu as des patients en psychosocial qui étaient des RH, enfin qui avaient des postes. On ne parle pas de personnes qui étaient au RSA et qui n'ont jamais bossé, quoi. ah oui, non, tout à fait. Non, non, il y a toutes sortes de profils hein, parmi les patients qui bénéficient aujourd'hui de l'accompagnement psychosocial, hein, mais ça va toucher des domaines de leur vie, en fait, parce que c'est des personnes qui ont beau été hyper adaptées avant, socialement parlant, mais on constate qu'à travers l'effet de ces énergies, ils ont perdu, ils n'ont jamais su comment s'occuper de leur corps, comment se nourrir correctement, comment être dans des interactions sociales justes, faire enfin, même le fait d'occuper leur espace personnel, leur maison, euh, tout ça reste parfois marqué par l'énergie de la part toxique. Et donc, il faut tout réapprendre, et même à utiliser leur temps, leur espace, etc. Donc, je propose ce genre d'accompagnement aussi. Donc, grâce à tes conseils. Donc, il y a ce travail psychosocial, il y a effectivement ce que tu viens de dire, donc les ateliers, donc il y a l'atelier Furirum et l'atelier Joie Véritable. Alors, l'atelier Furirum, c'est comme ce qu'on appelle les ateliers des fouloirs en français. Et ces ateliers visent à permettre à certains patients de libérer une colère juste. Alors j'entends bien une colère juste. Parce que dans les ateliers de fouloir, généralement, les gens vont se défouler d'une colère qui peut être toxique, car inspirée par ces énergies. Donc, les Parce qu'elles colères sont elles pas... proviennent, quand j'appelle les colères toxiques, elles sont par le prisme victime-bourreau-sauveur. Donc on se place en Exactement. À victime et on va travers ce casser parce prisme-là. qu'on est une pauvre victime. Exactement. Et le fait de laisser exprimer ce genre de colère, finalement, ça ne fait que nourrir la part toxique. Donc il faut surtout pas faire ça. Donc à travers les ateliers Furirum, du coup, on fait le tri avant l'atelier entre ce qui est de l'ordre d'une colère juste, c'est-à-dire face à des abus factuels, et ce qui est une colère toxique, c'est-à-dire dont l'objet n'est pas juste. Comme tu dis, c'est une colère qui est générée sous le prisme du bourreau victime sauveur. Et grâce à ça, la personne va pouvoir exprimer une colère juste, et cette énergie-là, ça l'aide à se propulser hors des liens toxiques qu'elle a pu créer à travers son jumeau toxique. Donc ça, c'est une autre forme de travail que je propose aux patients. Il y a aussi l'atelier Joie Véritable qui est aussi extrêmement intéressant parce que la plupart des gens ont une vision biaisée du bonheur, de la joie. Et à travers cette vision biaisée, bourrés d'attentes et de dépendance affective, malheureusement, ils peuvent être en grande souffrance. Et le fait de leur présenter ce que c'est que la vraie joie, dans le sens, dans sa simplicité, dans le fait elle est sans objet, etc. Et tout ça, le fait d'apprendre ce que c'est une joie véritable, porte beaucoup de soulagement, beaucoup de mieux-être aux patients. Et je travaille aussi avec des chiens thérapeutes. euh, Grâce à tes conseils, Sandrine, donc j'ai mis en place ce que tu as nommé le Cani Psycho MLTC. Donc c'est un travail que l'on fait avec des chiens thérapeutes t'appartenant et ceux de Madame Lucie Le Sage. Et ces chiens-là, c'est pas que de la médiation animale, ce sont des chiens qui ont un vrai pouvoir thérapeutique, un vrai pouvoir de guérisseur. Et ces chiens-là, et ce travail à l'extérieur avec les chiens et le patient permet
de libérer des choses qu'on ne pourrait pas faire tout simplement au niveau du cabinet. Quand il y a des problématiques qui sont quand même très ancrées à travers ces énergies toxiques, euh, le fait de travailler à l'extérieur en présence de ces chiens thérapeutes, ça permet de casser un verrou et de libérer plus facilement certaines problématiques. Et c'est un travail qui est extrêmement intéressant, bon, complètement innovateur. Hein, et j'aurais jamais imaginé hein, dans ma pratique pouvoir un jour travailler avec des co-thérapeutes animaux. Et, euh, et ce travail, encore une fois, à l'extérieur, a l'avantage de permettre aux gens de voir par un effet miroir, c'est-à-dire le comportement des chiens, qu'est-ce qui se passe vraiment, véritablement à l'intérieur d'eux à travers les énergies toxiques. Et cet effet miroir permet vraiment des prises de conscience assez radicales et des retournements, encore une fois, de 180 degrés dans la tête des patients. Donc c'est vrai que c'est un travail puissance 1000. Voilà, c'est un travail thérapeutique extrêmement efficace. Et encore une fois, je suis ravi de pouvoir travailler avec des animaux parce que, bon, encore une fois, ça rejoint mon rêve d'enfance de biologiste, de pouvoir aussi bénéficier de leur compagnie et c'est juste magique. Et puis je pense que tu étais très liée aux animaux quand tu étais petite, hein. Tu me disais au Brésil, je crois que c'était vraiment les chiens, les chats, enfin c'était quelque chose qui était important pour toi. Ah oui, mais fondamental, hein, et c'est bien pour ça que je suis devenue biologiste. Et, et moi, j'étais passionnée par les animaux, beaucoup, beaucoup, beaucoup les animaux sauvages. Et leur langage, leur façon d'être m'a toujours marqué. Je fais beaucoup d'ailleurs d'analogies avec les animaux lors de mes prises en charge. Hein, mes patients vont reconnaître ça. Parce que, comme tu dis souvent, et notamment les animaux sauvages, ils ont cette particularité de ne pas être implantés. Donc, eux, ils vivent à travers l'amour véritable et l'instinct véritable. Et c'est justement ça que nous, humains pâquerettes, nous devons retrouver en nous libérant de cette part toxique. Donc c'est pour ça que observer les animaux et les intégrer dans une prise en charge est quelque chose de absolument fondamental. Bon, bah super. Bah en tout cas, merci beaucoup pour cet échange extrêmement riche et sympathique, Marie-Hélène. Merci à toi, Sandrine, pour cette opportunité Je de pense que ça a présenter mon été travail. une sacrée expérience pour toi aussi. Ah, c'est clair, tout à fait. Et puis, Merci pour les bah, je te remercie. Si vous avez bien entendu des questions, je mettrai le site internet de Marie-Hélène dans les informations de cet épisode-là, mais vous avez aussi son site internet sur mon propre site internet. On va y arriver en cascade de site internet. Et puis, bah, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.